Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Né dans la Loire il y a 59 ans, mon invité du jour est une figure entrepreneuriale et patronale du monde économique rhône-alpin. Dirigeant d'entreprise depuis plus de 35 ans, il a connu presque tous les stades de développement, en commençant par un MBO avec son associé Christian quand il rachète l'entreprise dans laquelle il travaille, l'ouverture du capital, l'introduction en bourse et plus récemment la vente avec un adossement au groupe SNEF, une société d'ingénierie marseillaise, le tout en passant par une dizaine de croissances externes et un déploiement à l'international. D'une petite filiale d'un groupe suisse à une société, alors leur société Visiative emploie aujourd'hui plus de 1500 personnes, sert environ 30 000 clients dans plus de 14 pays et génère un chiffre d'affaires de plus de 280 millions pour un EBITDA de 30 millions. Président du MEDEF Lyon-Rhône pendant 7 ans, il est aussi à l'initiative d'Axeléo, le startup studio, ou du fonds d'investissement Axelo Capital. Plus récemment, il s'est vu confier la présidence de Auvergne-Rhône-Alpes Investissement. Bonjour Laurent Fiard. Bonjour. On va revenir sur 35 ans d'entrepreneuriat. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire. Oui. Est-ce que tu peux partager aussi, en dehors de ce parcours entrepreneurial, tes passions et qui tu es? Bah, tout d'abord, je suis effectivement un entrepreneur dans l'âme, comme enfin, quand on voit effectivement toutes les dynamiques, bon, il y en a quelques-unes aussi qui sont en cours, hein, comme Entreprise du futur, comme Swarm, donc ces dynamiques collectives. Donc d'abord, un état d'esprit collectif. J'ai commencé par être avec ma grande taille un joueur de basket, plutôt meneur de jeu. Donc beaucoup de sport co. Et puis, bon, à un moment donné, il a fallu décider entre le sport de compétition et les études, et j'ai choisi les études et continuer en fait mon parcours. Donc très vite, je suis rentré dans la dynamique d'entreprise, donc avec une première expérience à Grenoble où j'ai accompagné le développement d'une entreprise dans le domaine de la distribution du matériel HP. Bon, je rappelle qu'à l'époque, HP était très présent à Grenoble. Et ensuite, j'ai rencontré Christian, donc j'avais 23 ans. Donc un démarrage tout de suite dans une dynamique de responsabilité, au départ commercial, ensuite plutôt stratégie, finance, etc. Pour toi, il faut être un bon commercial pour être un bon entrepreneur? Il faut avant tout bon, ce qu'on appelle les soft skills, hein, donc avant tout être curieux, avoir envie d'apprendre. On apprend tout le temps, enfin, dans une dynamique de formation continue. Il faut bien sûr être proche de ses clients, ses collaborateurs, avant tout. Et puis après, bon, j'ai envie de dire les compétences un peu plus techniques s'apprennent sur le terrain. Alors, il est vrai que personnellement, j'ai fait d'abord une formation technique, hein, d'informatique industrielle. Mais j'ai envie de dire que on apprend sur le terrain, on apprend en mettant, en retroussant les manches et en étant curieux et notamment en essayant d'avoir le coup d'avance. C'était quoi les grandes étapes de développement de Visiative? Alors, bon, d'abord un parcours où nous étions filiale d'un groupe suisse, donc où nous avons avec Christian lancé un produit suisse-américain sur le marché. Donc à l'époque, on n'était pas dans une dynamique de conception 3D de jumeaux numériques. On passait de la planche à dessin à l'informatique, donc à un outil qu'on appelait de DAO, donc de dessin assisté par ordinateur. On a ensuite avec Christian très vite souhaité sortir du bureau d'études, créer des produits connexes qui permettaient de connecter en fait les outils de DAO avec les outils ERP. Donc on a fait nos propres outils de gestion de données techniques. Ensuite, on a identifié une start-up aux États-Unis qui s'appelait SolidWorks, avant même que Dassault Systèmes rachète. Donc, on a été les premiers en Europe à repérer cette start-up. On a d'ailleurs décidé en complément de notre offre, de faire le go-to-market de SolidWorks. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, à peu près au même moment,
bon, le dirigeant de l'entreprise suisse voulait se séparer de cette filiale, donc on a proposé de racheter à 50-50 avec Christian ce magnifique début de projet. Donc là, ensuite, ça nous a libéré. Hein. L'entreprise, à l'époque, c'était un peu moins de 30 personnes. Bon, c'était pas encore en millions d'euros, mais c'était moins de 5 millions d'euros. Et la croissance derrière, ça a été le déploiement de Donc ça, c'est la SolidWorks sur première, hein? voilà, première étape. Ensuite, on a connu dans les années 2000 une épopée j'ai envie de dire, de start-upers. On a été élu meilleure start-up à Tremplin Entreprise, qui était d'ailleurs une manifestation qui était organisée par le Sénat. Donc c'était dans les années 2000. Donc on a fait une première levée de fonds en tant que start-upper avec une nouvelle offre qui est d'ailleurs devenue aujourd'hui notre plateforme Agora, donc une offre assez révolutionnaire à l'époque qui permettait de transformer en fait des processus métiers en applications de formulaires. Ensuite, on a beaucoup souffert, comme un grand nombre à la fois d'éditeurs et d'intégrateurs dans le domaine du digital, hein, donc avec l'explosion de la bulle Internet. On était d'ailleurs monté à pratiquement 250 personnes à cette époque. On a fait un grand pas en arrière, puisqu'on est redescendu à 150 personnes. On a sauvé l'entreprise. Et ça a été vraiment une période compliquée, hein, donc où il a fallu justement retrousser les manches, baisser les salaires de tout le monde, continuer à motiver certains collaborateurs qui sont d'ailleurs dans le capital de Visiative et qui nous ont fait le plaisir d'accompagner ce projet à l'époque. J'ai envie de dire qu'on a mis jusqu'en 2014, hein, presque pour s'en remettre. Donc avec un premier plan stratégique qui s'appelait Cap 2013 et qui préparait l'introduction en bourse de Visiative qu'on a fait en 2014. Donc ensuite, c'est plusieurs plans stratégiques, un qui accompagne Visiative de 50 millions à 100 millions, qui s'appelait ODO 2017, qu'on exécute avec un an d'avance. Ensuite, un plan qui s'appelait Next 100, qui emmenait le groupe de 100 millions à 200 millions, qu'on a aussi exécuté avec un an d'avance. Un autre plan qui s'appelait Catalyst 2023 et qu'on a exécuté fin 2022. Et maintenant, le plan Shift 5 qui accompagne le groupe et qui doit nous permettre de doubler de taille. Et donc du coup, en fait, l'adossement fait partie de la stratégie, Shift? Alors, le plan Shift a été écrit avant l'adossement. D'accord. Donc, il s'avère que ce plan, on avait plutôt prévu de l'exécuter tout seul. L'opportunité SNEF est arrivée après, donc avec là aussi peut-être certaines revisites du plan et peut-être une accélération de ce plan, sachant qu'on n'a pas encore complètement finalisé, hein, il nous manque aujourd'hui une des conditions suspensives qui est la décision de l'autorité de la concurrence, qui ne devrait pas poser de problème compte tenu de la complémentarité des deux entreprises. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que vous avez quand même plutôt bien réussi le métier d'intégration avec le métier d'éditeur, ce qui est une chose rare. Est-ce qu'il y a eu une sauce magique de votre côté pour avancer là-dessus? Alors, il est vrai, peut-être je vais commencer par ça, Visiative est un animal atypique, hein, puisqu'on a dans notre proposition de valeur 3 métiers, un métier de conseil, un métier d'intégrateur et un métier d'éditeur. Alors, pourquoi en fait cette dynamique globale et cette proposition de valeur marche? D'une part parce qu'on adresse un segment de marché qui est principalement des PME et des ETI, donc avec une connexion avec les dirigeants. Et un dirigeant d'entreprise moyenne ou petite ou intermédiaire recherche en fait un partenaire de proximité, un partenaire de confiance,
un partenaire de recommandation est capable justement d'accompagner du conseil en proposant des solutions et aussi dans une dynamique de connexion. Donc ensuite, on a appris là aussi sur le tas, puisqu'on est devenu éditeur après le métier d'intégrateur. Donc on a fait bien évidemment quelques bêtises. On a cru que c'était simple, que d'industrialiser du software qu'on avait pu faire en spécifique chez certains clients. Et puis on a appris ce métier d'éditeur qui est fabuleux et qui permet justement d'industrialiser et d'offrir au plus grand nombre des solutions de manière pragmatique. Et c'est ça qui nous anime au quotidien, c'est de pouvoir proposer des solutions métiers qui vont permettre d'accélérer les transformations des PME industrielles. Tu nous as partagé aussi tes différents plans, stratégiques. Comment vous en arrivez en fait à concevoir ces plans stratégiques? C'est, vous en interne, vous vous faites accompagner et les plans stratégiques sont suivis de recrutements spécifiques, de recrutement ou de partenaires transformants? C'est une bonne question parce que là aussi, on apprend depuis le premier plan. Donc, il est vrai que d'abord, c'est l'impulsion des dirigeants, c'est l'impulsion que l'on peut mettre à partir d'une vision, là aussi, qui est une vision collaborative, puisque Visiative, c'est la construction c'est la concaténation de deux mots, vision collaborative. Donc d'abord, en fait, donner l'impulsion au sens très macro du terme, et ensuite coécrire le plan d'exécution. Et si on prend par exemple Shift 5, donc ce qui nous a permis en fait aujourd'hui de grandir, c'est d'abord de co-élaborer un plan stratégique qui est aligné à notre image et à notre plateforme de marque. Donc, on a fait un gros travail de plateforme de marque, d'image qui a été fait auprès des collaborateurs, des clients, des prospects, de la dynamique d'écosystème. En partant de ces points forts, on est allé chercher les opportunités marché. Et comme je le dis tout le temps, beaucoup de gens passent du temps à faire un SWOT au sens force, faiblesse, opportunité, risque. Moi, je préfère me concentrer sur les forces et les opportunités. Et c'est là où on trouve les zones d'innovation. Et c'est là où on a le plus de chances de gagner, puisque on travaille avec nos forces et on travaille avec des opportunités marché. Et c'est dans cette dynamique-là que derrière une vision, derrière un plan comme Shift 5, là, on est en train donc il y a une équipe projet qui est en train de écrire le plan d'exécution avec des programmes qui sont au nombre de 9 et puis des projets qui sont en soutien de ce plan pour justement être sûr qu'en finalité, on l'exécute. Donc, c'est un sujet Mmh. collectif, en fait. Et c'est une équipe interne qui pilote ça, en fait, en permanence? Oui, après nous, on est très participatif et à l'écoute de nos clients, Là, typiquement, je fais un tour de France avec là aussi une dynamique qu'on a appelée Perspective, Visiative Perspective, où on fait 17 villes, où à chaque fois on aura une dizaine de chefs d'entreprise, où là l'idée c'est de partager en toute transparence notre vision, de partager le plan d'exécution et surtout d'identifier les tendances, les préoccupations des dirigeants pour justement pouvoir adapter notre proposition de valeur à ce qu'ils attendent dans le futur. Donc on essaye, ce qui est pas si simple, de co-construire à l'écoute du marché et à l'écoute de notre écosystème. Comment on réussit à co-construire quand on est présent dans plus de 15 pays et à tenir compte dans un plan stratégique des spécificités de chacun de ces pays? Alors c'est une bonne question parce que ça, c'est notre étape d'après, parce que bon, il est vrai que Visiative s'est quand même construit sur le territoire, on va dire, grand francophone, territoire français. On a démarré dans cette dynamique-là, donc à l'écoute des clients. Et là,
notre pas d'après, hein, c'est justement de faire la même chose sur les pays. Donc, où on en est sur cette dynamique-là? Alors déjà, en fait, sur les à peu près 300 millions que fait Visiative, on fait déjà 100 millions d'euros à l'international, ce qui est une belle réussite en peu de temps. Donc, on a d'abord travaillé sur une dynamique de croissance externe, sur les métiers historiques du groupe. Donc, à la fois le métier d'intégration et un peu le métier de conseil. Donc, on a construit en fait dans ces 15 pays un socle qui est un terrain de jeu avec des clients sur un métier qu'on connaît bien. Et là, l'étape d'après, donc qui est au cœur de Shift, c'est de déployer la proposition de valeur globale, qu'on a appelée d'ailleurs la Visiative Innovation Engine, donc la vie. Donc, de déployer cette proposition de valeur globale sur chacun des pays. Donc là, on est vraiment dans ce shift-là, hein, c'est-à-dire que on a une belle croissance sur les pays. On a déjà 5 pays avec une taille critique d'environ 20 millions d'euros, hein, c'est-à-dire les US, UK, Benelux, Suisse, Allemagne bientôt. Donc là, tout le plan Shift, c'est de pouvoir faire la même chose que ce qu'on a réussi en France, hein, partir de métiers historiques et d'aller proposer cette proposition de valeur globale qui est la Visiative Innovation Engine, donc la vie. Et c'est ce qu'on dit dans l'exécution chez Visiative, hein, c'est maintenant chacun sa vie. Chacun doit déployer, donc penser en fait sur une dynamique de pensée globale, exécutée locale. Donc, on laisse là aussi beaucoup de marge de manœuvre entrepreneuriale sur chacun des pays avec cette capacité de déployer à la fois des conseils, des solutions et puis mettre nos clients en connexion. C'est quoi les grandes valeurs de Visiative? Parce que j'ai lu, pas mal de choses, et notamment le fait que vous vous définissez comme entreprise plateforme. Alors, effectivement, hein, donc ça, c'est la vision. On souhaite nous-mêmes être une entreprise plateforme et accompagner nos clients à être entreprise plateforme. Donc là, c'est une inspiration et une dynamique qu'on a lancée en 2014. Hein, donc c'est pas tout jeune. Hein, c'est au moment où en fait on fait l'introduction en bourse, au moment où démarre le digital, où tout le monde pensait que le digital c'était LinkedIn, Twitter, Facebook. C'était de dire le digital va permettre aux entreprises de demain, les entreprises du futur, à devenir des plateformes, un peu à l'instar de ces plateformes digitales, donc des entreprises ouvertes où le digital va permettre de casser des silos, donc en interne, de permettre d'aller chercher un continuum digital, donc dans les processus. Donc c'est ça on appelle entreprise plateforme, donc une entreprise collaborative et une entreprise ouverte vis-à-vis de son écosystème, hein, ses collaborateurs, ses partenaires, et d'aller chercher justement de la contribution dans la dynamique de création de valeur. C'est-à-dire, si je suis ouvert, si je suis une plateforme, mes consommateurs peuvent être aussi des contributeurs de ma proposition de valeur. Donc, c'est dans cette démarche-là. Donc là, Shift 5 est vraiment une accélération de cette vision, hein, puisqu'on souhaite à terme que 100% de nos clients soient abonnés à la plateforme Visiative, c'est-à-dire abonnés à des services, à des softwares et à des conseils de Visiative, qui seront d'ailleurs dans une dynamique hybride, à la fois physique et digitale. J'ai dit en introduction que vous aviez fait plusieurs croissances externes. Justement, ces croissances externes, elles viennent renforcer la plateforme? Alors effectivement, tu as dit 10, mais on en a fait plutôt plus d'une vingtaine. Mais D'accord, je suis mal renseigné. euh, alors après, c'est toujours pareil. Hein, bon, on les a pas comptés déjà. C'est pas une histoire de trophée, c'est une histoire de compléter en fait une proposition de valeur et d'être très clair. Et toutes ne sont et n'ont pas été structurantes. Donc oui, bon, si on regarde un peu le rétroviseur hein, depuis 2014 et si on enlève l'année Covid, Visiative a fait
à peu près 30% de croissance par an, 10% en organique et le reste en croissance externe. Donc on s'est beaucoup appuyé sur un savoir-faire historique et notre métier d'intégrateur. On a plutôt joué un rôle de consolidateur dans le métier des value-added resellers, donc des revendeurs à valeur ajoutée de Dassault Systèmes, puisque c'est un métier qu'on connaît maintenant depuis pratiquement 30 ans. Et ensuite, on a complété notre proposition de valeur avec ce métier de conseil. Donc tout est parti de la proposition de valeur et d'une double dynamique: élargir la proposition de valeur, rajouter du software et du service dans cette proposition de valeur et se déployer à l'international. Comment on réussit une acquisition pour s'assurer qu'elle soit créatrice de valeur et qu'on ne rentre pas dans la mauvaise statistique des 85 qui détruisent de la valeur au bout d'un an? C'est une très bonne question. Si j'avais une recette miracle, je la donnerais. Chaque rachat et chaque entreprise est différente. Donc ça nécessite déjà de bien savoir comment on veut intégrer, au sens fusion du terme avec des activités. Donc nous, on a en fait travaillé sur deux modèles. Un modèle qui est assez intégré sur notre métier historique, parce que là, on connaît bien les métiers, on peut mutualiser des moyens. Donc, on a travaillé sur ce modèle d'intégration forte. Et puis, on a un modèle qui est plus entrepreneurial, qui laisse justement, déjà, certains managers déjà fortement engagés, enfin, toujours engagés dans la filiale. Et ça, il est vrai que si on n'avait pas fait ça, ça aurait été c'était compliqué et risqué d'aller aussi vite, hein. Donc, ça nous permet, par exemple, à l'international, quand on est sur une acquisition d'une société aux US, sur un métier de conseil, d'avoir les managers intéressés et actionnaires de la filiale, minoritaires certes, mais fortement intéressés, ça sécurise et ça permet d'aller plus vite. Puis après, ce qui est plus compliqué, c'est dans les métiers d'édition, parce que du coup, là, ça nécessite d'aller sur le coup d'après, c'est-à-dire l'intégration des solutions métiers, donc des produits, donc sur des architectures technologiques avec en plus un mouvement fort qui est le cloud. Donc là, oui, ça nécessite plus de moyens. Donc chaque acquisition, chaque métier est différent. Puis, j'ai envie de dire que en finalité, c'est une histoire d'homme, hein, comme souvent dans l'entrepreneuriat. Les hommes, c'est ce qui structure l'entreprise. Est-ce que tu as souvenir de recrutements qui ont été stratégiques, qui vous ont permis de passer un cap à un moment donné? Oui, en fait, forcément, parce que, enfin là aussi, hein, je le dis aux équipes, un peu comme dans le sport, c'est-à-dire que on doit changer de niveau de jeu, changer de division, tout en gardant une âme, l'âme du club ou l'âme de l'entreprise. Et forcément, quand l'entreprise grandit, euh, comme Visiative est allé assez vite, forcément, il faut changer certains joueurs, il faut déplacer des joueurs. Enfin, moi, je pars du principe où tous les joueurs sont bons, ça dépend de la place où on les met. Donc, il faut justement, et ça fait partie de la bienveillance, il faut essayer de mettre les bons joueurs au bon endroit, ce qui est pas si simple. Et ce qui est pas si simple par rapport, j'ai envie de dire, à l'ego de chacun. Donc oui, dans toutes les étapes de l'entreprise, il y a eu des nouveaux recrutements, il y a eu des modifications de comité exécutif, des modifications de gouvernance. Donc oui, il faut se réadapter à chaque palier ou à chaque étape. Et quand un joueur n'est plus bon pour aller sur le terrain, on fait comment?
Hem, c'est une bonne question, enfin moi je considère que, à partir du moment où il a toujours envie, parce qu'après bon, il y a ceux qui regardent plus, l'écurie au sens, la retraite et cetera, ce qui est tout à fait logique en disant: «Bon bah, OK, j'arrête», et effectivement, hein, il y a cette notion d'envie, mais enfin, si on a l'expérience et si on a, du track record et ben, on sert, forcément, à l'expérience globale de l'entreprise. Donc après, faut accepter de changer et c'est ça qui est compliqué, enfin l'être humain a du mal à changer de poste, à changer de donc oui, on a eu, bah, quelquefois, malheureusement, l'obligation, de se séparer de certaines personnes. Dans les autres moments difficiles, tu as parlé justement de la crise, post-année 2000. C'est votre vision qui a permis d'embarquer les équipes? Vous avez fait comment pour traverser les crises? Non, là, enfin, c'est les 3 C, hein, c'est, le cerveau, effectivement, a emmené, la vision, après c'est le cœur, et puis après c'est les courages. Ouais, c'est le mot poli. Non, mais c'est les tripes, enfin là, quand on est dans les, Et juste enfin et dans cette phase-là, tu as eu des vrais moments de doute? ah oui, 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 enfin forcément, hein. C'est-à-dire que bon après, chaque jour était un nouveau combat, donc oui, il y a eu beaucoup de doutes, et même si, bon, on a mis j'ai envie de dire, peu de temps, pour, se redresser dans cette conjoncture, puisqu'on a exécuté assez vite, bah, ça nous a poursuivis, largement 5 6 ans pour se remettre en risque, en fait. C'est-à-dire que oui, on s'est redressé assez vite, on a retrouvé une configuration dans laquelle, on se sentait plus confortable. Mais après pour réaccélérer, on a beaucoup hésité quoi donc C'était du vous vous sentiez, fragile? Vous aviez peur de tout perdre? Qu'est-ce qui a fait ça, en fait? bah, à partir du moment où tu es passé pas très loin de la correctionnelle ou du précipice, enfin tu fais attention à tous les pas que tu fais, par la suite donc voilà, on a été prudent, on a regardé, s où on pouvait se déplacer et puis, jusqu'au moment où on a dit: «Ben, allez, c'est bon, on réaccélère» mais forcément, tu es marqué par une expérience, qui a été en fin de compte positive, hein, puisqu'en fait, cette expérience de combat et de difficulté, nous a rendus plus forts, quoi. La crise, c'est, un moment qui a renforcé ta relation avec ton associé ou ça a été, un moment qui était plutôt tendu à traverser? Ah non, ça a renforcé et puis on a toujours été, très, très proches, hein, même si on a eu, à un moment donné, même dans nos, chers investisseurs, des investisseurs qui sont même allés nous proposer de nous séparer, qu'il fallait qu'un seul dirigeant et cetera et cetera et on a toujours été solidaires. Comment vous avez fait pour tenir justement face à ces investisseurs? Bah, déjà, on était majoritaires donc donc forcément, en finalité, bah, le droit, de faire ce qu'on souhaitait. Et puis après, voilà, oui, quand enfin, avec Christian, on s'est toujours dit qu'à 2 on était plus fort que tout seul et alors après il y a un écart d'âge de 15 ans, qui fait que c'est, assez, complémentaire. Donc ça s'est fait assez, naturellement, quoi. On s'est jamais la posé la question. Il y en a jamais un qui a dit, «Bon, bah, je prends la place», et on a toujours, ce qui est d'ailleurs, ce que je vois, très rarement, hein. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui essaye, entre guillemets, Entre «de monter sur l'autre», Ouais, pas de gros clash en 35 ans, c'est assez rare. il y a eu des clashs, hein, mais pas de gros clashs. C'est cool. Il y a une chose que tu m'as dit aussi qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que chaque fois que vous faites un plan stratégique, vous le terminez 1 an en avance. C'est une belle perf, mais comment vous réussissez à être aussi, performant?
En fait, bon déjà parce que bon, pour être, quand on fait une fois et quand on réussit 2 fois, la troisième tu te dis, «Tiens, on va faire un plan où on va continuer à avoir un an d'avance». Donc on prend un peu de sécurité. Mais en fait, là aussi, hein, quand on commence à écrire ce qu'on l'on doit faire, et ben, généralement, c'est plus facile, de faire ce qu'on a écrit, en fait. Donc en fait, c'est une dynamique vertueuse qui fait que, et c'est souvent ce que je conseille, aux jeunes entrepreneurs, hein, c'est, vraiment de faire l'effort, de formaliser, un plan d'exécution et de s'y tenir. Ce qui est pas simple parce que, pour le coup, le marché, a plutôt, tendance à t'amener, un peu de partout, les opportunités, et surtout quand il y a des opportunités un peu de partout. Donc c'est à la fois, d'être focus, mais, d'essayer de bien identifier les signaux faibles qui te permettent d'anticiper le coup d'après pour le business développement. Et voilà, on a pris de la marge, on est allé plus vite, aussi parce qu'on avait plus de moyens. Donc ça aussi, c'est un sujet assez clé dans une, dynamique de croissance. C'est de savoir, à un moment donné, ouvrir, son capital pour, se donner, à condition qu'on a, effectivement une vision d'un projet qui a la capacité, d'accélérer. D'être capable, en fait, là aussi, ce qui est pas, malheureusement, commun chez les chefs d'entreprise, hein, de dire: «Voilà, j'ouvre mon capital, je perds effectivement, je suis un peu dilué, mais, je me donne les moyens d'aller plus vite et de me structurer». Donc, on a osé, en fait, puis après la bourse, pour le coup, hein, ce qui est pas le cas en ce moment, mais, dans la période de 2014 à 2017 a été, très à l'écoute des small caps, et chaque fois qu'on avait un projet, de croissance externe et qu'on allait chercher, en bourse, du capital supplémentaire, on avait la réponse en 24-48 heures. Donc voilà, enfin, on avait un terrain de jeu hyper propice à accélérer et à exécuter plus vite. La bourse, c'est un accélérateur de visibilité, un accélérateur de financier, un accélérateur de structuration? Bah, tu as dit les 3, je sais pas si c'est le bon ordre, mais tu as dit, voilà, enfin, c'est exactement ça. C'est un, je pense, structuration, parce que si tu pas lisible en bourse, c'est compliqué. Donc moi, j'ai beaucoup souffert parce que, comme, Visiative n'a pas de comparable, est un, je l'ai dit, un animal atypique avec un métier de conseil, intégration, édition, bah, il faut, évangéliser, il faut expliquer pourquoi, et cetera. Donc, et bien sûr structurer, l'entreprise, pour, qu'elle soit facilement, compréhensible. Deuxième sujet, c'est que la bourse est un vrai haut-parleur, à la fois de confiance parce que transparence, et une caisse de résonance, forte. Donc, confiance, ce qui permet, là aussi, quand on est dans une stratégie de croissance externe, et ben, comme les comptes, sont publics, comme c'est transparent, comme on expose notre stratégie, ça donne confiance, en fait, à la fois aux clients, aux collaborateurs, aux partenaires et aux futures, entreprises dont on fait l'acquisition. Donc c'est un vrai, si on s'en sert bien, c'est une vraie dynamique de notoriété d'entreprise, hein. Nous, on a beaucoup, grandi en notoriété, grâce à la bourse, hein. On était plutôt l'entreprise, d'Auvergne-Rhône-Alpes, et on est devenu une entreprise, internationale. Et puis le troisième point, c'est effectivement, l'aspect, financier, et quand la bourse est là et que les investisseurs sont là, c'est très, très efficace. Ce qui n'est, malheureusement pas le cas aujourd'hui, sur les small caps. On gère comment, d'un point de vue, communication interne, les hauts et les bas d'un cours de bourse qui ne reflète pas forcément la réalité de l'entreprise? C'est une très bonne question puisque ça a été, effectivement, alors quand ton cours, évolue, enfin nous en 2017 on a fait
plus 300% de capitalisation, on était maillot jaune de l'évolution, donc ça, c'est facile. Après, quand avec des événements exogènes, ton cours commence à dévisser et que tu sais pas pourquoi et que tu as toujours exécuté et fait ce que tu as dit, c'est très compliqué. Donc là, il faut expliquer aux collaboratrices et aux collaborateurs que la bourse, malheureusement, est aussi impactée par des événements exogènes de liquidité, de contextes internationaux, de contextes économiques. Donc oui, ça c'est dur. Ça c'est dur parce que en fait, les collaborateurs ne connaissent pas tous ces mécaniques et comprennent pas en fait. Et comment on peut les rassurer? Ouais, c'est toujours pareil, hein. Enfin pour moi la confiance et la transparence. Donc c'est d'essayer d'évangéliser, d'expliquer, de communiquer sur une tendance globale, hein. Par exemple, nous, notre grande fierté, c'est que le parcours boursier de Visiative, c'est un TRI annuel de 13% à peu près, et c'est à peu près l'équivalent du Nasdaq. Donc on s'est plutôt bien débrouillé, même si ça a été hyper roller coaster, hein, c'est-à-dire on est monté, on a fait une introduction à 11, on est redescendu à 4, on est remonté jusqu'à pratiquement 40, on est redescendu à 14, enfin voilà, et ça c'est compliqué, mais la tendance nous a permis quand même de démontrer que le projet Visiative était exécuté. Donc voilà, ces écarts importants qu'il faut expliquer aux collaboratrices et aux collaborateurs. D'où l'intérêt d'avoir des investisseurs de long terme aussi qui rassurent, en étant là, dans la durée. Bah, ça, c'est effectivement, pour le coup, le gros sujet, hein. C'est-à-dire que on peut pas interdire en bourse d'avoir quelques investisseurs spéculatifs. Donc derrière, il faut effectivement aller chercher la confiance d'investisseurs de plus long terme. Mais c'est la clé, hein. C'est-à-dire que là, enfin nous, là aussi, hein, dans les témoignages, enfin nous, on est très fiers d'avoir convaincu Madame Michu, donc d'avoir convaincu à la fois certains de nos clients et à la fois certains citoyens. Il faut savoir que dans la dynamique globale, c'est important d'aller chercher l'épargne des Français pour la remettre dans l'économie, et la bourse est quand même l'outil le plus facile pour le faire. Donc, quand on est en roadshow et quand on est dans une dynamique de transparence et d'ouverture, et qu'on a la capacité d'aller chercher du financement par le public, l'investisseur privé public de Madame Michu, il faut savoir que c'est lui qui reste le plus longtemps. Donc c'est intéressant. Donc c'est là où, enfin, dans une dynamique de financement global, de croissance d'entreprise, la bourse reste quand même une alternative très intéressante. Et c'est une bonne façon de redistribuer la valeur auprès des salariés aussi? Oui, parce que là aussi, hein, c'est que alors bon, il y a deux choses, hein. Il y a le fait de faire un plan à la fois d'intéressement, mais aussi, surtout, enfin nous, ce qu'on a mis en place, hein, c'est un fonds, un FCPE, donc un fonds commun de placement d'entreprise, dans lequel effectivement se loger des titres Visiative, avec une mécanique d'abondement de Visiative, hein, quand les années nous ont permis de le faire, ce qui veut dire que chez Visiative, on a 60% de mémoire, peut-être même un peu plus, des salariés français qui sont actionnaires de Visiative. Et puis après, dans le top management, donc là aussi, on a une centaine
Donc au-delà du comité exécutif, ou des collaborateurs qui étaient là depuis de nombreuses années, on a presque une centaine de managers qui sont actionnaires. Donc ça crée, grâce à la bourse, une belle dynamique parce qu'on sait, quelque part, que cet argent, il est liquide. Mmh. Du coup, vous avez annoncé dans début d'année un rapprochement avec le groupe SNEF. Qu'est-ce qui a motivé en fait, cette décision? Alors plusieurs choses. Bon, déjà, parce que, quand on a 59 ans et que Christian a 74, forcément, faut se poser la question de faire tourner le capital et faut se poser la question de la transmission. Donc bien évidemment, bon déjà, point numéro 1, Christian souhaitait, et ce qui est tout à fait normal, valoriser le travail effectué depuis maintenant plus de 35 ans. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que personnellement, je souhaitais accompagner un plan de transmission. Et que pour moi, un plan de transmission, il est forcément entre 5 et 7 ans, hein, ce qui est à peu près les clauses de rendez-vous que j'ai négocié avec le groupe SNEF. Donc voilà, il y avait déjà un besoin de faire tourner le capital. Ensuite, de le faire dans un contexte qui nous ressemble, même si on a eu beaucoup d'opportunités, à la fois de fonds d'investissement et d'autres opportunités, de le faire dans un contexte qui nous ressemble, donc avec une ADN d'entreprise familiale, avec une coloration d'entreprise très industrielle, qui reste quand même le métier de fond de Visiative, et puis une entreprise très entrepreneuriale. Donc voilà, quand on a ces trois conditions, et qu'on on met de côté Marseille et Lyon ou Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et qu'on dit on est quand même français et dans une dynamique globale. Non, mais je plaisante. Voire européen avant tout. Ouais. Voire européen avant tout. Donc c'était assez logique. Et d'ailleurs, quand on a fait les comptes avec Jean-Pierre Dréau et Stéphane Cortel sur les collaborateurs du groupe SNEF, il y aura plus de monde en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA dès que Visiative aura rejoint l'aventure. Donc, Toi qui as passé aussi du temps, au MEDEF, et qui du coup, a aussi un regard d'investisseur, quelles sont les grandes peurs et les grandes erreurs des entrepreneurs français? là aussi, ça dépend beaucoup, beaucoup des contextes, hein, Parce qu'on on ça, se plaint ça dépend souvent que les beaucoup de entreprises l'ambition, ouais, du ouais. contexte, quand même de l'activité dans laquelle on est. Donc, on peut pas être tout le temps. Nous, on a une stratégie qui est très offensive, mais il y a forcément des activités où il faut jouer plus le défensif. Euh, donc, déjà, je pense que déjà là, on le voit. Hein, moi, je l'ai vu avec le digital, avec tout ce qui est en train de se passer autour de l'ESG, de la décarbonation, etc. Il y a quand même un gros sujet de remise en cause et de transformation. Donc ça, c'est, à mon avis, le premier sujet assez complexe. C'est qu'en fait, le chef d'entreprise est quand même assez seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé cette dynamique entreprise du futur. Hein. C'est pour pouvoir partager des expériences avec ses pairs, ce que j'avais d'ailleurs identifié très bien au MEDEF. Mais le MEDEF, sa vocation est plutôt sur d'autres sujets, hein, qui sont plus de liaison avec avec la politique et le développement économique d'un territoire ou d'un pays. Et si on revient sur l'entreprise en elle-même et son organisation et sa capacité de transformation, le chef d'entreprise est quand même très seul.
Donc là, c'est de l'encourager à jouer collectif, aller chercher en fait les expériences des autres. Et là, compte tenu des opportunités, pour moi, c'est les 3 I, hein, c'est-à-dire aller chercher du développement à l'international, aller chercher de l'innovation et ou de l'investissement au sens financement du terme. Donc c'est là où en fait on a tous quelque part à un moment à la fois besoin d'être aidés et puis quelque part d'être influencé. Un quatrième Et I. ouais, peut-être le quatrième I influencé. Et tout ça est très contagieux en fait. C'est-à-dire que dans une dynamique collective, avec des chefs d'entreprise, si on accepte de sortir de sa boîte, sans faire le jeu de mots out of the box, au sens innovation, sortir de sa boîte, sortir de la tête du guidon, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment d'aller vers les autres et d'aller chercher des expériences duplicables pour sa propre entreprise, quoi. Toi, tu as mis en place des routines justement pour pas te sentir seul ou pour maintenir ton énergie? Bah, ma routine, elle est quotidienne, hein. Je fais en moyenne entre 7 et 9 rendez-vous par jour. J'étais encore aujourd'hui en train de visiter une magnifique entreprise qui est, pour pas la citer, qui est Vignal avec son dirigeant. J'adore être sur le terrain, j'adore voir ce qui se passe sur le terrain et aller chercher justement les opportunités futures. Donc, voilà. Je prends du temps pour moi tôt le matin, mais dès que le magasin ouvre, au sens il y a du monde, je dois être disponible, non pas derrière mon PC, mais dans la dynamique collective. Et ça, je l'ai toujours mis en œuvre et voilà, j'aime bien faire des rendez-vous, j'aime bien participer à des sujets collectifs et j'essaie de garder les temps de travail parce qu'on a besoin de travailler de manière reposée quand le magasin est pas ouvert, c'est-à-dire quand les gens dorment ou quand les gens sont en week-end. Donc, Tu dors beaucoup, toi? pas assez. Et ça, c'est pas bien, hein. Je dors en moyenne moins de 5 heures par nuit. C'est que tu trouves pas le sommeil ou c'est que tu pas le temps de dormir? On a, en fait, je trouve le sommeil très très rapidement. Dès que je m'allonge, je dors, y compris dans des siestes réparatrices, y compris dans les moyens de transport, etc. Donc je trouve le sommeil très très rapidement. Par contre, je récupère assez vite et dès que j'ai un sujet en tête, faut que je me lève. Et que tu passes à l'action? Et voilà. Toi qui as été un grand sportif et qui est toujours même un grand sportif, tu te fais coacher, dans ton rôle de dirigeant? Alors, je suis plus un grand sportif, hein, je fais du sport d'entretien, de vieux. J'essaye, je me remets à justement, et je vois que c'est compliqué parce que je faisais avant 2 heures de sport par jour et depuis le MEDEF, donc depuis très longtemps, j'ai lâché ça. J'ai pris d'ailleurs beaucoup trop de poids. Donc, j'essaye de me relancer dans cette dynamique, mais c'est plus difficile. Et effectivement, donc je le fais avec un coach. J'ai été aussi coaché euh, aux ép- dans les périodes difficiles de Visiative avec un coach externe sur la stratégie. On a chez Visiative un comité stratégique qui est présidé par François Hainaut, qui est un vrai coach en fait. Hein, donc ayant été le président de Soprasteria, Mmh. donc nous aide beaucoup à justement prendre du recul. Donc oui, que ce soit sur le sujet sportif ou le sujet mental ou stratégique, c'est important de se faire accompagner. Et j'ai envie de dire là aux chefs d'entreprise plutôt jeunes et entrepreneurs, c'est qu'un board, c'est pas fait que pour mettre des photos sur un PowerPoint.
et pour On est d'accord. valoriser l'entreprise. C'est vraiment là pour gouverner Mmh. et c'est vraiment là pour aider à réfléchir et à sortir la tête de l'eau. Je suis assez d'accord avec cette affirmation. Dans ta vie de dirigeant, du coup, il y a des erreurs que tu aurais pu éviter Plein, et que tu plein. Enfin regrettes? après, enfin quand si j'avais à refaire le match, comme on dit, Ouais. forcément, on serait allé plus vite à l'international. Forcément, on aurait fait plus vite une introduction en bourse. Forcément, certaines acquisitions, je les aurais pas faites, etc., etc. Mais de manière assez globale, forcément, je regrette pas grand-chose, mais la seule chose, c'est l'inertie. C'est-à-dire que tout ça a été fait en 35 ans. Je pense qu'on aurait pu faire bien plus vite sur un terrain de jeu plus global. Et voilà, on n'a pas osé le faire, pas osé le faire avant. C'est quoi la réussite dont tu es le plus fier? L'équipe, enfin là aussi, à chaque fois, quand on a démarré une entreprise from scratch avec Christian, où on était tous les deux et on a vu les paliers, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, etc., etc. C'est une grande fierté. C'est voilà, c'est la création de valeur, c'est la richesse de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir embarquer une dynamique globale, quoi. Et du coup, c'est quel palier qui est le plus difficile à passer? Et ben, je pense que c'est le palier de la PME, presque même, enfin le palier des 50, des 100 là, 150. Ça, c'est compliqué parce qu'on n'intéresse pas grand monde. On est très seul. Euh, et là, faut oser. Et ça, c'est pas simple. Et vous avez réussi comment à le passer? Bah, on a failli se casser la figure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. On a osé, on a fait des bêtises. Euh, bah voilà, on a peut-être. Enfin, là, je pense que si on n'avait pas été tous les deux, moralement, je suis pas sûr que qu'on ait pu justement. Enfin, je pense on n'aurait pas passé ce cap. Et là, pour le coup, d'avoir une équipe, d'être au moins deux et d'avoir une équipe, bien sûr, qui soutient, avec qui on est parfaitement en osmose et aligné. Enfin, ça me paraît indispensable. Dernière petite question technique. Tu préféré la période avec des fonds à ton capital ou la période avec la bourse à ton capital? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de. Là aussi, on apprend beaucoup avec les fonds. Euh, Après, enfin, on apprend beaucoup avec les fonds. Plus qu'avec la bourse. Enfin, je le résume comme ça, Mmh. parce qu'on a plus de proximité. Euh, En revanche, la bourse nous apprend à mieux communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est la transparence. Donc, je pense que, enfin, j'aurais eu peut-être 10 ans de moins, peut-être que je serais retourné dans une dynamique de fond hein, par rapport Mmh. à la bourse qui, malheureusement, n'est plus à l'écoute des small caps. Mais ça, j'espère que ça va revenir. Mais nous, on n'avait pas le temps d'attendre. Euh, euh, Parce qu'un fonds, à condition qu'il soit là aussi bienveillant et qui soit dans une dynamique, parce que certains sont un peu compliqués et cassent un peu de l'humain. Si on est dans une dynamique favorable et que le fonds donne des moyens, je suis persuadé que ça va plus vite. Euh, Maintenant, je vais tester revenir un peu comme on a démarré, hein, c'est-à-dire Mmh. filiale d'une société plus grande.
Donc les 3 sont intéressants en fait, hein, parce Mmh. que quand on est final une société plus grande, ben, il y a des synergies, il y a une dynamique collective et on peut être accéléré par un effet de taille critique et de groupe, hein, ce qu'on va aller chercher avec Snef. Quand on est avec des fonds, ben là, c'est côté exécution financier, donner les moyens d'accélérer. Et puis la bourse, enfin c'est l'accélération et la communication. Donc les 3 sont assez intéressants. Super. Tu recommanderais à un entrepreneur de s'impliquer autant que toi dans une structure patronale ou c'est quelque chose de dur à gérer compte tenu de la taille de la société? Alors, je vais répondre comment? Ça me manque pas, mais je suis vraiment très content de l'avoir fait. C'était pas si simple de le faire, à la période où je l'ai fait. Donc oui, je le recommande et c'est indispensable que les chefs d'entreprise s'impliquent. C'est super important. Et c'est super important de voir comment le MEDEF ou la CPME ou les CCI ou la dynamique globale et collective sont enracinés et ce que ça apporte à la fois à un territoire et à un pays. Donc avant de le critiquer, c'est important de le comprendre et c'est indispensable de le préserver et de le chouchouter et de trouver les entrepreneurs qui vont justement s'investir euh, par la suite. Ensuite, c'est assez chronophage. Donc c'est vrai que il faut notamment pour le faire en complément de son entreprise, il faut s'organiser. Donc il faut avoir les moyens de s'organiser, Mmh. c'est-à-dire moi très vite, bon, j'avais un Comex, j'avais des DG opérationnels, ce qui m'a permis quand même de sortir, de déléguer. Ça m'a appris à déléguer. Et donc ça a permis, ça a permis quand même aussi à, à des collaboratrices et collaborateurs de s'exprimer parce que c'est facile hein, de venir voir le dirigeant en disant et là t'en penses quoi et puis de prendre les décisions à la place d'eux. Donc ça crée de l'initiative, ça crée de l'engagement. Donc il y a un contexte, oui, il faut rendre, enfin il faut rendre au collectif et il faut jouer collectif, hein, et encore plus en ce moment, et notamment à un territoire ou à un pays ou au-delà si on le peut. Et puis après, ça fait grandir. Super. Si on veut te contacter, LinkedIn? Oui, je réponds généralement, je suis assez, Je je l'ai vu. j'essaie de le faire, ce qui est plus maintenant très très simple, hein, donc j'ai un peu d'inertie, mais Mmh. j'essaie de répondre parce que je trouve que là aussi Cinq ça fait partie de notre, j'ai envie de dire de notre métier, hein, mmh. de communiquer et puis si on peut aider, c'est bien. Un délai de réponse de 5 heures, c'est très acceptable, je t'assure. Tout le monde ne l'a pas. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce qu'il y a une personne que tu me suggérerais d'interviewer? Bah, je sais pas trop qui tu interviewé, mais du coup, j'ai plein de personnes que tu peux interviewer, c'est pas Ouais. le tu cherches quoi, Entrepreneurs, fonds, dirigeants, des gens qui ont un parcours de croissance exceptionnel. Bah, enfin ici dans le digital, on a une, quand même, Ou dans Jean-Mich l'industrie, hein. ouais après, Jean-Michel Bérard, tu l'as interviewé déjà? Non, je le connais pas. Esker, Eh ben, je vais le contacter. tu peux le faire de ma part. Eh ben, je le ferai de ta part. Super. Merci beaucoup, Laurent. Merci, À très bientôt. à bientôt.